Bienvenue dans Ciné Politique, un partenariat Popex et le collectif Mefamo. Je suis en compagnie aujourd'hui de Vincent et Vlad, deux passionnés de cinéma pour décortiquer ensemble le film Equilibrium. Equilibrium, c'est un film de science-fiction sorti en 2002, écrit et réalisé par Kurt Weimer. Une belle affiche puisqu'elle rassemble entre autres Christian Bale, Emily Watson et Sean Bean, un des acteurs donc, qui meurt le plus souvent à l'écran. Je vous pose la question, à votre avis, c'est quoi son pourcentage de morts à l'écran ? Oula. Alors, à mon avis, c'est 50%. Alors, je pense que c'est pas si élevé si c'est ça. pourcentage, Ouais. effectivement, je crois qu'on est sur du moite-moite. Je crois qu'un personnage sur deux que tu vois à l'écran doit mourir. Quoique même, parce que t'as d'énormes scènes où tu vois de la population, il y a beaucoup de figurants. Donc, je suis pas sûr. Je dirais 25 en fait. Personne ne sait, même lui. Allez, je suis allé vérifier un pourcentage de décès de 32%. Alors, à titre de comparaison, pour les fans de South Park, Kenny, lui, il le dépasse à peine puisqu'il a un taux de 38%. Donc Sean Bean meurt-il ou pas dans Equilibrium? Je ne vais pas en dire plus. Je ne peux que vous encourager à revoir ce film ou à vous dépêcher d'aller le découvrir avant ou après le podcast, puisque promis, si spoiler il y a, on fera une annonce. On préviendra. Avant de laisser la parole à Vincent qui nous présente le pitch du film, encore un petit mot pour vous expliquer que notre projet ici est de vous présenter la politique sous un aspect ludique, divertissant et amusant. Comprendre la politique dans son divan ou au cinéma, c'est possible. Débattre d'enjeux de société grâce à un film, c'est possible aussi. Et le cinéma donc peut lui aussi nous éclairer sur le monde qui nous entoure. Alors Vincent, tu nous emmènes à présent dans un avenir sombre où les émotions n'ont plus leur place. Ouais, c'est exactement ça. Alors effectivement, on peut parler de politique un peu tout le temps. Peu importe le film, lorsqu'on aborde le cinéma, mais alors là, dans Equilibrium, c'est vraiment frontal, j'ai envie de dire, puisque effectivement, comme tu dis, on nous présente une société dans Equilibrium où les émotions n'ont plus leur cours, en fait. L'humanité, d'une certaine façon, a réussi à se couper de ses propres émotions suite à une troisième guerre mondiale. Ils ont décrété que l'humanité, ne pouvant manifestement pas en survivre à une quatrième, puisque c'était un holocauste nucléaire, ils décident d'inventer un produit qui s'appelle le prosium. Ils s'injectent tous les jours et donc ça leur permet de ne plus ressentir d'émotions. Et là, évidemment, dérive totale, ça devient une espèce de société ultra autoritaire qui se manifeste en la ville de Libria, ou Labria, quelque chose comme ça. C'est marrant, je l'ai revu ce matin, mais j'ai encore oublié le nom. J'ai même oublié le nom aussi. C'est Libria. Okay. Et puis il y a tout ce qu'il y a à l'extérieur de la ville de Libria qui est composé de résistants qui ne veulent pas prendre leur dose et donc continuer à ressentir des émotions et essayent d'amasser, de garder des œuvres d'art pour ressentir. Et alors cette société, dans le but d'aller traquer ces gens, parce qu'on ne veut pas qu'ils existent, tu vois, ils ont créé une espèce de force armée spéciale qu'on appelle les ecclésiastiques. Alors là, ça va être important parce qu'on parle d'une société autoritaire, puis après il y a ce terme un peu religieux qui apparaît, qui sont en fait des espèces de combattants nés qui maîtrisent un art martial inventé qui s'appelle le gun kata. Bon, ils font à la fois des arts martiaux type kung fu et en même temps ils ont des flingues en main, donc c'est un peu, on va pouvoir en reparler de ça. Et en fait le meilleur d'entre eux, le meilleur de ces ecclésiastiques, c'est un certain John Preston qui va décider d'arrêter, incarné par Christian Bale, qui va du jour au lendemain arrêter de prendre sa dose et va devenir en fait le fer de lance de la révolution en fait, envers cette société sans âme quoi, ou sans sentiment. Peut-être juste à rajouter, peut-être qu'on en parlera après, parce qu'une des choses que font aussi, donc, auxquelles participent les ecclésiastes, je pense pas qu'on dit ecclésiastique dans le film. C'est ecclésiaste, je pense, ça, ouais. C'est aussi qu'ils participent justement à détruire tout ce qui est, dans cette idée encore une fois avec le prosium, pour annihiler tout ce qui est émotion humaine, ressenti, d'annihiler tout ce qui est objet culturel, donc forcément objet artistique, mais que ce soit des livres, tout ce qui concerne la musique ou peinture. Le film s'ouvre d'ailleurs quasiment sur la destruction de la Joconde, oui, c'est ça. Qui est un des deux grands motifs qu'ils utilisent du coup pour annihiler tout ressenti, émotion chez l'humain. Oui. Peut-être des choses à rajouter par rapport au scénario. Il les brûle, hein, quoi. Donc, voilà. Donc ça c'est un aspect important, mais tu vas y revenir. Et alors l'autre aspect important, c'est que sans arrêt il y a une opposition entre ce monde qui est très coloré et bariolé, et puis un monde d'ordre. Mais vraiment, dans la façon dont c'est filmé, tu sens qu'ils ont mis le paquet sur l'idée que ce soit symétrique, ordonné, les gens attendent le métro comme au Japon, tu vois. Donc voilà. Mais voilà pour le contexte.
Oui, et il y a aussi toute une distinction entre la ville et derrière ce qu'on appelle les enfers, qui est l'ancien monde, ou également les résistants, qui sont appelés la société de l'underground. Alors ça, c'est intéressant parce que déjà visuellement, dans la façon dont est traité l'intérieur de la ville et l'extérieur, sur cet intérieur, comme je dis, c'est une espèce de monde froid, bétonné, ça ressemble beaucoup à des bunkers ou des bâtiments industriels, hein, donc je sais même plus. Ça a où... été tourné à Berlin, en fait, justement. À Berlin, ils ont pris pas mal, justement, de l'architecture allemande de la guerre, en fait, pour donner ce ressenti-là. Voilà, c'est ça. Et quand tu le mets en opposition avec ce qu'il y a à l'extérieur, là, tout à coup, en fait, tu te rends compte que tu sors même du registre enfin, t'es dans un autre registre de film, t'es dans le film post-apocalyptique, en fait. Parce que quand t'es à l'extérieur, c'est que des bâtiments délabrés, tu vois que c'est pas possible de vivre là-dedans sans qu'il y ait d'énormes courants d'air, toutes les vitres sont pétées. Par contre, c'est toujours un monde urbanisé dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les résistances cachées dans des bois. Oui, il n'y a pas de place pour la nature. Voilà, c'est vraiment. En fait, c'est vraiment. Ils vivent encore sur les entre guillemets ruines de l'ancien monde. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis en fait, c'est vraiment une opposition entre deux types de villes, en fait, en réalité. C'est vrai que la question de la nature est pas traitée dans ce film-là, par contre. Alors, l'utopie, c'est un néologisme grec qui est créé par Thomas More en 1516 et qui va désigner un monde ou une société idéale. Alors, l'utopie se traduit étymologiquement par sans lieu, c'est-à-dire qu'une utopie n'existe pas dans le réel. Alors vous l'avez compris, Equilibrium, c'est pas du tout une utopie, c'est pas ça. Le film nous plonge plutôt dans une dystopie, donc désignant une société totalitaire. Alors on le voit, hein, dans la rue, il y a la propagande du leader qui est partout présente. On a le leader qui s'appelle le père. On a sur des écrans, à la fois dans la rue ou à la maison, partout ce même discours, cette même propagande en faveur du régime. On a des enfants qui vont surveiller, parfois dénoncer leurs parents ou des gens dans la rue, aucune individualité, aucun espace privé. J'ai même remarqué que le personnage central, il n'y a même pas de couverture, il ne peut pas se cacher dans son lit. Il a un lit trop petit. Il a un lit trop petit, il n'a pas de couverture, donc il y a vraiment un mal-être, et alors du gris absolument partout. Et ce qui m'a le plus frappé dans ce film, c'est aussi cette police tout en noir, en cuir noir, avec un casque de moto, pour être sûr qu'on ne voit pas du tout le visage. Alors, je vais peut-être d'abord m'arrêter là-dessus, mais ça, je pense que, comme on le disait plus tôt, il y a un nombre de morts à l'écran assez impressionnant dans ce film. Et évidemment, le but, c'est de rejeter en bloc cette société totalitaire. Mais pour le rejeter en bloc, évidemment, il y a des scènes d'action. En fait, il va se battre littéralement contre cette société. Et donc, contre l'incarnation de cette société qui sont ces soldats, ces hommes de main. Et là, le problème, c'est qu'on arrive des fois dans un paradoxe qui est, si on commence à montrer leur visage, on risque de ressentir de l'empathie pour eux, et même si c'est des gens qu'on te montre comme agissant comme des robots et ne ressentant rien, c'est quand même plus facile de masquer leur visage pour accepter le fait qu'il y ait autant de morts à l'écran. C'est exactement comme dans Star Wars. C'est vraiment. Tu acceptes qu'on puisse tuer à des douzaines de Stormtroopers à la volée, c'est parce qu'on voit pas leur visage, donc ça pose pas de problème. Ils sont uniformisés, et là c'est exactement la même chose. Et c'est deux films qui, à nouveau, te montrent l'incarnation du fascisme de cette façon-là, en fait. Enfin, de l'autorité. Même dans le déroulement du parcours du personnage principal, le fait qu'il masque en fait les différentes figures d'autorité contre lesquelles il va se battre, justement, c'est comme une manière de justifier pour le spectateur. Oui, mais en fait, ils voient pas leur visage, donc ils sont déshumanisés. Donc il ne ressent pas d'empathie à devoir justement les abattre au final. Oui, parce que ça devient même une réplique du film. C'est à un moment, il y a un personnage qui dit « Je ressens des émotions, est-ce que tu oseras maintenant me tirer dessus et m'abattre ?» Exactement. Oui. C'est en fait le seul personnage qu'il va tuer, qui ressent des émotions après que lui ait arrêté, donc évidemment de prendre son traitement. Donc il devra accepter l'idée qu'il tue quelqu'un avec des émotions. C'est le tout dernier qu'il va tuer. C'est lorsqu'il arrive vraiment à la toute fin en fait de son. Ah oui, j'ai pas prévenu qu'on spoilait. Je mettrai un bruit de fond. Voilà, est-ce que c'est vraiment grave de spoiler Equilibrium ? Oui, parce que je crois ça fait 20 ans. Il y a quand même une fin qui est plutôt intéressante parce que la figure totalitaire est morte dans Equilibrium. Le père n'existe pas. Et donc ça, c'est intéressant aussi de voir que on va imaginer une société où on ne peut pas se cacher derrière un leader. C'est devenu même fantasmé. C'est une image qui s'exprime mais pas une personne réelle. Donc c'est finalement une société totalitaire qui tourne sur elle-même. C'est ça. Et alors, moi, ce que je voulais peut-être te relancer là-dessus parce qu'il y a quelque chose que je remarque dans ce film, et je sais que j'en avais déjà parlé un jour avec toi, c'est le fait que, à nouveau, l'image de l'autorité suprême, parce qu'on est vraiment là-dedans, c'est pas un conseil, par exemple, qui régit tout, c'est une personne qui s'appelle le père et qui vit un peu tout seul dans sa tour d'ivoire et qui donne des leçons de vie sur les écrans à la population qui vit là. Et à nouveau, on est sur une image du père. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent lorsqu'on
parle de régime totalitaire, autoritaire, etc. Donc je sais pas si tu avais quelque chose à dire, toi, vis-à-vis de ce genre de régime politique et à quel point la figure du père est importante. Oui, parce qu'en fait, on a tout l'imaginaire de ce régime totalitaire incarné dans une figure forte, représentant l'autorité, incarnant finalement au niveau de la nation le père de la famille qui va éduquer ses enfants, qui va enseigner un certain savoir, les faire devenir des hommes et les pousser vers un monde meilleur. C'est peut-être une des différences qu'on pourrait faire aussi entre un régime autoritaire et un régime totalitaire. Le régime totalitaire a la particularité, en tout cas selon certains auteurs ou en l'occurrence autrice Hannah Arendt, c'est qu'en fait le régime totalitaire a une haine de l'individu. Le but, c'est de créer un homme nouveau, un homme meilleur. La race aryenne, par exemple, ou l'individu communiste. Ici, on le voit très bien aussi. Le but, il y a vraiment une haine de l'homme en tant que de l'homme et de la femme, en tant que personne porteuse d'émotions. On l'explique, que les émotions, c'est la colère, la haine, c'est ce qui a permis à l'humanité de sombrer, c'est ce qui crée des guerres. Et donc, il y a vraiment une haine de l'homme comme ça, et on va essayer de créer un individu supérieur, sans émotion, un agent de l'État, un agent de l'idéologie qui va pouvoir répandre et qui va être en fait juste le porte-parole du père. Mais c'est marrant parce qu'en fait cette image de bon père de famille donc, qui est véhiculée donc, par ce leader suprême, en fait finalement elle s'incarne aussi dans le personnage principal qui est vraiment présenté comme ça au début comme un père de famille mais justement qui a perdu sa femme à cause de... Donc ça c'est au début du film donc on peut le dire mais en gros 4 ans avant le début des événements sa femme a été arrêtée pour... comment ils appellent ça encore, le délit de... Transgression. Oui. Transgression de feeling, donc vous n'avez pas le droit de ressentir et si on se rend compte que vous avez des émotions, vous allez directement au crématoire, quoi. On vous brûle immédiatement et donc oui, il est défini comme ça. Et alors c'est marrant, donc tout ce qui touche autour de l'image du père, je trouve que ça renvoie aussi très fort avec une image qui est très très masculine de cette société en fait, parce que tous les hommes de main, enfin en tout cas tous les collègues directs de John Preston dans cette espèce d'énorme administration qui là pour le coup rappelle aussi un peu 1984 et ce genre de choses, ce ne sont que des individus masculins et les quelques rares personnages féminins qui parsèment le film, il y en a vraiment peu, en fait, sont à chaque fois porteuses d'émotions. Et donc, tu as l'impression qu'elles ne peuvent pas réussir à s'intégrer dans cette... Oui, si des personnes se posent la question de savoir si le film passe le test de Bechdel, c'est pas du tout le cas. Oui, on va le test de Bechdel, c'est pour... passer ce test, il faut qu'il y ait au moins 2 femmes nommées dans le film. Il faut qu'elles parlent ensemble et qu'elles parlent d'un sujet qui a un autre rapport qu'un homme. Et là, on se rend compte que déjà, on a peut-être 2 femmes sur tout le film. C'est ça. Qu'elles ne se connaissent pas. Et une troisième maman qui tient une rambarde. Oui, une troisième qui tient une rambarde. Et oui, mais chaque fois, elles sont porteuses d'émotions ou de sensibilité. Et je trouve que c'est intéressant aussi par rapport à cette société ou à ce régime totalitaire, c'est de voir que finalement, nos émotions, c'est un peu notre dernière intimité aussi. Et on va essayer en tout cas, le personnage principal va redécouvrir ses émotions et on voit vraiment une ouverture de ce différent sens. On voit la vue quand il voit le coucher de soleil. On a aussi la vue, et ça passe aussi par la couleur. Hein. C'est très intéressant. Il y a un étalonnage spécifique dans le film quand il commence à ressentir à nouveau tout ce qui est sans émotion et même ça concerne ses émotions à lui, donc les parties flashback, etc. Tout ça est complètement désaturé, c'est complètement gris et c'est seulement à partir du moment où il recommence à ressentir où on voit la couleur réapparaître. Oui, et il y a d'autres liens comme ça entre le fond et la forme. Il y a aussi par exemple, il va redécouvrir ses émotions avec Louis aussi, puisqu'il va écouter Beethoven, il va en pleurer. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans le film, c'est qu'en fait, au début, on a énormément de musique plutôt électro. Et en fait, plus il est dans les émotions, plus on a des musiques lyriques aussi qui vont apparaître. Sauf quand on revient dans l'action, là, il rebascule directement dans l'électro. Comme un certain film dont on parlera plus tard. Ça fait partie des incohérences du film parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a 1 million de choses à dire dans... d'Equilibrium et peut-être que vous avez l'impression qu'on s'en mène un peu l'impression qu'on passe du coq à l'âne sans arrêt mais c'est parce qu'en fait c'est un vrai ce film tu l'avais appelé comment un monstre de Frankenstein. Oui, c'est un monstre de Frankenstein. Pour moi c'est un gloubi-boulga de référence et pas toujours très bien digéré et là pour le coup effectivement parle énormément de politique mais aussi j'ai l'impression parfois parce que ça fait bien, c'est-à-dire qu'il y a des imageries du fascisme on va critiquer un peu l'église c'est ça même il y a une
Pour l'image de le- l'Église on assez parle forte aussi. le père justement, je sais pas si on l'a dit, mais qui avait aussi cette figure très Oui, christique, mais oui. comme l'ont pu l'être certains leaders historiques, Mhm. on va dire, on voit tous de qui je parle, mais que au-delà de ça, même si on revient au principe de comment est-ce qu'il définit la police, bon, il y a clairement ce retour, c'est presque une milice un peu à la SS, et comme les ecclésiastes, encore une fois, il y a comme une espèce de parole divine qui endort d'autant plus le peuple dans un système comme ça, mais que même dans ces références qui vont autant dans la littérature qu'historiquement par rapport à la politique ou dans la religion, il y a énormément de choses, donc c'est très compliqué de rester sur un seul sujet centré, je pense, par Ouais, rapport à c'est ça. ça. Oui, et puis pour faire d'autres liens, je trouvais aussi qu'il y avait des clins d'œil intéressants dans le film, puisqu'à un moment, le père dit que le prosium, c'est l'opium de notre société, c'est le Oui. ciment de notre société. L'opium de notre société, à l'origine, c'est la critique de Karl Marx sur la religion, c'est l'opium du peuple. Oui. Donc on retrouve aussi ces logiques-là. Bah, La alors ça, femme c'est aussi en rouge, intéressant qui est en parce que image là, de sorcière. oui, là à nouveau, il y a un peu des aversions de concept. Et en fait, ce film, l'air de rien, on fait pas mal. Et là, pour le coup, une autre référence évidente qui est 1984 qu'on a déjà évoqué plus tôt. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose. Il a cherché à amener son petit concept de novlangue, en fait, Kurt Weiner, Ouais. en amenant le fait que. Alors, je sais plus c'est quoi les répliques exactement. Mais oui, alors en fait, déjà tout simplement en termes de concept, le fait qu'ils passent leur temps à dire il faut absolument qu'on supprime nos sensibilités dans le but d'éviter la violence, d'éviter les guerres, et finalement tout ce que tu vois ce gouvernement faire, c'est exterminer les populations qui ne pensent pas comme eux, et ils utilisent jamais le terme, mais tu sens que c'est vraiment une guerre ouverte avec tout ce qui est rébellion à l'encontre de leur système, quoi. Ouais. Ce qui est vraiment, ce qui amène une espèce de paradoxe, et là pour le coup je pensais très fort à 1984. Ouais. Ouais. Et alors sur les mots comme ça qui changent, on a aussi, comme on en discutait juste avant, la question de cette femme qui explique qu'elle va être exécutée. On lui dit non, 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 vous allez être prise en charge. Il y a aussi Prise tout- en charge, ouais. Il y a aussi Ça- tout le débat entre nous sommes des résistants. Non, non, vous êtes des transgresseurs. Ouais. Et on se rend compte, ou alors le vieux monde, c'est l'enfer. Donc il y a un Mais vrai que jeu même sur le sur les film mots. joue pas mal parce que sur le début du film on sous-entend quand même qu'il y a deux punitions possibles. Donc il y a la solution finale comme on pourrait l'appeler presque, ou une espèce de lavage de cerveau qu'on pourrait potentiellement leur faire, là où justement à partir du moment où le personnage de Christian Bale commence à transgresser, du coup il y a toute cette notion où le système autour de lui est justement dans une logique de plus en plus dans l'élimination immédiate Mhm. de toute pensée, enfin toute personne ayant une pensée contraire au système Mhm. en place. Equilibrium, c'est pas du tout la seule dystopie, on peut en citer plusieurs, on en a déjà cité quelques-unes. Je pense bien sûr à 1984, donc qui est à l'origine un ouvrage de George Orwell, publié en 1949, très célèbre aujourd'hui puisqu'il va définir en fait le genre de la dystopie. Il va être traduit en pièce de théâtre, en film, réalisé justement en quelle année? En De quoi 84. En 1984. Ah oui, je sais. Ah oui, ok. Avec donc comme acteur principal avec John Hurt, qui est un acteur qui joue dans pas mal d'autres films iconiques, dont Oui. dont Donc V tu veux dire pour que Vendetta. cette version de 1984 a été tournée en 1984, vraiment? Elle est sortie Ah, en je savais pas. 1984. pas. Ouais, Ah oui, oui, je savais enfin. pas, ok. Donc il joue aussi, donc John Hurt qui joue dans le personnage principal de 1984, il joue aussi dans V pour Vendetta, Mhm. mais il est aussi connu pour les plus jeunes dans Harry Potter, c'est le vendeur de baguettes magiques là, Mhm. dans Harry Ouais, Potter. il y en a- Moi je l'ai connu personnellement comme le gars qui se fait ouvrir le ventre dans Alien Ouais, le 8e ah, passager. voilà. J'attendais Vladimir, mais oui, effectivement. Oui, moi c'est ma référence, c'est moi Harry Potter, c'est plutôt Alien, mais et donc Ouais, c'est d'accord. beaucoup moins magique, beaucoup moins magique. Il y a d'autres dystopies connus, il y a Fahrenheit 451 Ouais. dont on a Oui. parlé de Ray Bradbury. C'est ça. Bah là, Euh, pour le coup, la référence à Fahrenheit 451, comme le disait Vladimir, elle est super évidente dès le début lorsqu'il brûle la Joconde. Tu te dis pourquoi forcément utiliser les feux avec des gens qui ont l'air d'être d'avoir un rôle spécifique de tenir un lance-flamme et de venir pour cramer des œuvres d'art. Là, tu ne peux que penser à Fahrenheit. Mais d'autant plus que je 451. pense que dans Fahrenheit, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était vraiment exclusivement les livres qui brûlaient, là où ici C'est les livres, vraiment exactement, tout c'est ça. objet culturel quel qu'il soit. C'est ça, c'est ça. Et dans la logique d'inversion des rôles, bah en fait, dans Fahrenheit 451, il y a des pompiers, sauf que les pompiers sont pas là pour éteindre des feux. Oui, ils sont là pour... pour- oui, oui, bien sûr. Mais comme paradoxalement, il va aussi. Enfin, t'as dit 1984, mais la figure du père, bon, c'est explicitement une réinterprétation de la figure du Big Brother. Comme on peut retrouver pas mal de références qui viennent de nouvelles de Kedic, avec aussi ces personnages qui est très propre à la dystopie, hein, où nous, en tant que lecteur ou spectateur d'une œuvre dystopique, on va trouver ce personnage où nous, comme une ironie dramatique, on sait qu'il y a un problème dans ce qu'on voit. Là où on va voir le personnage, lui, se rendre compte peu à peu. Et il y a quelque chose qu'on trouve chez Kedic, comme aussi tu parlais de presque on traite ici l'homme comme presque naturellement mauvais, au point qu'on doit en annihiler ses émotions. Pour moi, c'est quelque chose qui vient très fort de chez Silverberg. Mais encore une fois, il y a ce côté vraiment
Ce film L'Equilibrium, je définirais comme le petit manuel illustré de la dystopie, en vrai, parce mais que... avec toutes les références possibles et imaginables brassées ensemble. C'est ça, parce qu'en fait, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est que la dystopie, c'est peut-être pas forcément une façon de montrer des régimes autoritaires. En fait, la dystopie, le principe, c'est tu observes la société dans laquelle tu vis actuellement et tu essayes de voir là où il y a des imperfections, là où il y a des incohérences, là où on pourrait améliorer les choses d'une certaine façon. Et tu prends cet élément-là et tu essaies de le grossir au maximum. Et après, là, tu peux te retrouver avec une société imaginée où, imaginons que là, on perde complètement le contrôle sur cet aspect. Et donc, évidemment, par exemple, si on pense à des dystopies qui peuvent être écrites actuellement, il y a énormément beaucoup d'éco-fiction, en fait. Parce que c'est tout le temps le reflet d'une époque, en fait. Oui, bien sûr. Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, c'est que Kurt Weimer, la seule influence qu'il va vraiment revendiquer, c'était HX 1138 de George Lucas en tant que film. On aura donc évoqué 2 films de George Lucas. Le point voilà. Le point George Lucas. Moi, j'avais d'autres aussi dystopies qui sont peut-être moins connues, mais que je trouve aussi hyper intéressantes. On a bien sûr Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Il y a aussi tout un rapport avec les émotions, les ressentis. Moins connu, il y a Calocaïne aussi, qui est toujours avec aussi cette idée d'injection de Kerin Boy. Et alors le dernier, moi, que j'ai lu quand j'étais plus jeune, c'est Nous, d'Eve Guini, Zamatine. Que sans ça, pour moi, George Orwell, c'est sûr qu'il l'a lu. Oui, bien sûr. qu'il l'a lu. En fait, on en parle beaucoup moins de Zamatine, mais c'est peut-être un des premiers, en termes de date, à avoir imaginé rédiger une nouvelle comme ça, dystopique sur le monde. Moi, c'est un style littéraire que j'aime particulièrement parce que, comme tu l'as dit, hein, Vincent, il y a toute une réflexion sur les politiques qui sont mises en place, sur certaines technologies aussi qui peuvent être poussées à l'extrême, sur des comportements sociaux, mais aussi qui nous invitent donc à un certain esprit critique par rapport à des figures d'autorité, le père, l'État, l'Église, la technologie qui serait toute puissante et qui nous aiderait à résolutionner tous nos problèmes. Les injections. Vous avez peut-être d'autres idées de films dystopiques qui ont aussi marqué l'histoire du cinéma ? Soleil vert, par exemple. Soleil vert, bah oui, Soleil vert. Aussi, on retrouve ce personnage où nous, alors peut-être parce que la fin est très connue, mais que on suit tout ce personnage tout le film, on sait qu'il y a quelque chose qui va découvrir, qui est on peut spoiler Soleil vert, je crois. On peut spoiler Soleil vert. On se rend compte finalement que toute la population dans cet univers-là se retrouve nourrie, en tout cas les pauvres, se retrouvent nourris par des espèces de galettes. De galettes qu'on appelle des soleils verts, par leur couleur qui est verte, pour au final se rendre compte que c'est les cadavres des habitants décédés qu'on recycle en fait dans une espèce de bouillasse verte. Oui, parce qu'en fait, voilà. ça te présente une société dans laquelle les ressources ont été quasiment complètement annihilées et que pour pouvoir simplement manger un morceau de viande rouge ou pouvoir ne serait-ce qu'observer un arbuste, il faut être ultra riche et aller dans des apparts, des petits complexes qui sont réservés à l'élite, quoi. Et alors, réflexion que j'avais également en regardant Equilibrium et en me rappelant 1984, on se rend compte qu'il y a une place centrale qui est donnée aussi à la femme en tant que personnage. Peut-être pas, en tout cas, il n'y a pas énormément de femmes dans Equilibrium. Dans 1984, il n'y en a pas non plus énormément, elles n'ont pas un rôle central, mais on se rend compte qu'elles ont un rôle prédominant au sens où c'est elles qui vont faire basculer, en tout cas, le personnage principal. Un peu un catalyseur. Un catalyseur qui va s'opposer en fait à l'image du père et incarner une nouvelle figure beaucoup plus sensible, et donc on rentre dans tous les stéréotypes du féminin également, qui serait l'image inversée du père. C'est ça, qui est dans l'écoute, la sensibilité. Là, justement, pour le coup, c'est souvent une utilisation qu'on en fait dans la vision très patriarcale des sociétés, de se dire, quand on prend un personnage féminin, c'est pour en faire quelqu'un de sensible, et non pas quelqu'un d'agissant, par exemple. C'est quelqu'un qui ressent plutôt. Là, c'est évidemment qu'ils allaient se servir des personnages féminins de cette façon-là dans le film, puisque c'est tout le propos du film, de savoir si on peut ressentir ou ne pas ressentir. Oui, et dans 1984, mais dans Equilibrium aussi, mais peut-être moins marqué, on a aussi toujours cette image finalement très chrétienne, de la femme qui va proposer un interdit au personnage principal, puisque dans 1984 c'est sortir de la ville, aimer, découvrir, se dénuder, donc on a vraiment cette image aussi assez chrétienne qui revient. Maintenant, ce qui est d'intéressant aussi, c'est que personne n'influence directement le personnage principal dans Equilibrium, par exemple. Ça aussi, c'est une... comme je le disais, en fait, je crois que l'un des problèmes d'Equilibrium, c'est qu'il a plein de pistes pour traiter plein de sujets et qu'il va rarement au bout de ses trajectoires. Mais moi, j'ai l'impression qu'une des réflexions qu'on pourrait avoir en regardant Equilibrium comme ça, ce serait de se dire, peu importe à quel point on se coupe de nos émotions, la rationalité à un moment de l'individu fera que tu dois te reconnecter à ça pour pouvoir fonctionner pleinement. Parce que ça deviendra même un fonctionnement rationnel de te dire, il faut que je revienne à ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qui arrive, parce qu'en fait, j'ai beau avoir vu le film, j'ai encore revu là, je comprends pas exactement quelle est
le point de départ qui va initier sa trajectoire de se dire j'arrête de prendre cette dose, quoi. Je peux spoiler un peu ou on peut spoiler parce que ça c'est quand même le début du la film. mort d'un personnage au début du film, vous voyez de qui je parle, je pense. Oui, bah oui, donc Sean Bean meurt. Non, bah oui, attendez, c'est le tout début du film. Well, that's no surprise at all. Donc, Alors, Sean Bean- mais parce que oui, du Oui. coup, on se rend compte que Sean Bean, d'ailleurs, c'est plus ou moins supposé par un subtil petit dans le cadre, on les voit tous les deux comme ça, où on voit Sean Bean regarder soudainement Christian Bale et donc se poser des questions, ce qui indique déjà quelque chose. On se rend compte que donc c'est un transgresseur et il va se faire abattre par Christian Bale dans une église, dans une scène d'une symbolique, Oui, symbolique. où il se fait abattre en tenant un livre et la balle Extrêmement subtil. transperce le livre avant de tuer Sean Bean, ce ouais. qui se montre que oui, en tuant la culture, on tue notre humanité. Voilà. Enfin, je suis d'accord, mais bon, c'est juste que le film, voilà. Mais que justement, c'est vrai que tu vois qu'il commence directement à se questionner par après, jusqu'à en arriver à ce moment où il l'oublier entre guillemets plus ou moins volontairement de prendre son ferdium Oui. et c'est là C'est le prosium, ouais, c'est ça. prosium, mais tout à fait. pardon, j'ai dit ferdium, mais Oui, alors on Mais- va peut-être passer sur une autre étape parce que Equilibrium c'est un film politique, un film qui parle des dystopies, ça peut être un classique de la science-fiction, mais selon certains aussi c'est une pâle copie de Matrix, il a été boudé à la sortie de salle, hein, Equilibrium, et aujourd'hui bon il est reconnu par certains milieux cinéphiles. On va pas rentrer dans le débat Matrix 1, 2, 3... les trois. 4, parce qu'il y a eu un 4 aussi. Fallait-il en faire autant, lequel vous préférez? On va pas rentrer dans ce débat. Mais Equilibrium et Matrix, ils sont proches à la fois sur leur esthétique. Peut-être vous allez revenir tous les deux sur les couleurs présentées à l'écran, mais aussi sur certaines scènes de combat, puisque Equilibrium, c'est aussi un film d'action. Alors moi, j'oserais peut-être dire un film d'arts martiaux, peut-être. Et en le regardant, j'avais l'impression de me dire, tiens, c'est aussi un petit peu un John Wick avant l'heure, finalement. Oui, il y a un peu. Mais alors tu l'as sous-entendu tantôt, le gun kata, mais on n'a pas expliqué ce que c'était. La méthode, Bah, en gros, c'est un. Mais le film, déjà, Le galère film est- un peu à l'expliquer correctement. Hein. Donc, en gros, il y a l'idée que si tu allies l'utilisation de deux pistolets avec une certaine forme d'arts martiaux, tu peux réduire le pourcentage de chance de te faire toucher dans une fusillade tout en augmentant ton pourcentage de chance de toucher tes ennemis. En gros, ils font du karaté avec des flingues. Ils Voilà. font du mais, en karaté. gros, mais c'est amusant parce que aussi là, il y a aucune émotion, c'est de la pure statistique sur Oui, comment c'est- le ah. mieux combattre, etc. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, ça revient rentre dans le avec thème DG, du film. Ouais, tout à Et en fait. fait, c'est là aussi que tu vois l'influence de Matrix, parce que fondamentalement, dans la manière dont le film te raconte son histoire ou quoi, ce truc ne pourrait absolument ne pas être là. C'est juste rajouté par-dessus comme une couche pour te créer des scènes d'action ultra stylisées à la Matrix, mais que fondamentalement, dans son récit, ça n'a même pas de sens que ce soit Tout à fait. inventé, Et quoi. alors, t'évoquais le fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, le film, je m'en souviens. Je me souviens l'avoir découvert en DVD ou en VHS. je sais plus. Enfin voilà. Mais comme tu le disais, je pense que c'est effectivement un film qui a bénéficié de sa sortie, de son exploitation VHS DVD. Parce que moi, je me souviens pas l'avoir vu en salle. Enfin, de l'avoir. Même de savoir qu'il était à l'affiche. Donc Je crois que c'est ça. Apparemment, il y a une sortie salle ultra réduite. Ouais, c'est ça. Mais par contre, en fait, je sais que ce qui avait un peu marqué les esprits à l'époque de la sortie et de l'exploitation de ce film, c'était sa tagline. Sa tagline qui était Forget the Matrix, quoi. Donc en fait, je pense, je sais pas à quel point le visionnage de Matrix par le réel l'a influencé dans ses choix esthétiques, ou si c'était prévu depuis le départ, mais en tout cas, au moment du marketing du film, c'était complètement assumé qu'il voulait faire un film comme Matrix, quoi, et que ça allait même être mieux, soi-disant. Mais dans les gros apports, notamment cette invention, le gun kata, qui est d'ailleurs en fait une des idées amenées par le réalisateur lui-même, au-delà de tout le flot d'influence qu'il peut citer. D'ailleurs, c'est lui qu'on voit au début dans la scène d'intro qui te montre comment ça fonctionne. Tu te dis, vu comment c'est mis en scène dans le film, et notamment il y a cette fameuse scène dans le couloir vers la fin tu ne peux pas voir la scène. C'est un grand bâtiment vide et très épuré avec des colonnes en Mais béton même dans lesquelles il y a des impacts de balles qui font énormément de poussière. Et où il reprend vraiment cette notion de Matrix, c'est que chaque action doit être stylisée. Donc ne serait-ce que ramasser un objet par terre doit être stylisé, doit bénéficier d'un effet de mise en scène. Donc c'est là que tu vois que ça a eu un impact. Parce qu'en plus, ça fait justement presque un rajout par rapport, comme je disais, à tout ce qu'il y a et sur là, le pour le reste. coup, ça amène aussi une incohérence par rapport à l'univers que tu dépeins. Parce que moi, je me dis, un univers où il n'y a plus aucune émotion, tu cherches pas à être stylé. Tu fais, bah oui, non, tu essayes d'être efficace pour tuer quelqu'un, mais il y a des moments, tu vois bien que la façon dont il met à mort les individus, et à nouveau, il en met à mort un paquet, et souvent dans la douleur, tu vois qu'il cherche à être cool en le faisant. Et ça, tu n'arrives pas. J'ai du mal à le concevoir dans une société comme celle-là. Après, tu as aussi via les arts martiaux, tu as en fait la recherche du mouvement pur, précis,
authentique. Tu as la recherche aussi de la, je vais pas dire de la froideur, mais aussi d'une certaine prise de regard à la troisième personne de ton geste, de ton action qui doit être réfléchie, etc. Qui peut-être renvoyer aussi à l'image et là aussi de contrôle, finalement. Mais oui, mais là aussi où il y a une frustration par rapport à Equilibrium, c'est que ça traite un petit peu de l'utilisation d'arts martiaux. Et moi je me dis, mais ça aurait été parfait de le mettre aussi en opposition avec une société où on te refuse de ressentir des émotions, avec quelqu'un qui maîtrise les arts martiaux et qui se dirait, ben voilà comment je maîtrise moi mes émotions, parce que c'est souvent une thématique qui revient dans enfin voilà, s'il y a des utilisateurs d'arts martiaux comme ça, je pense qu'ils me donneront raison. C'est que c'est aussi une façon c'est une hygiène de vie aussi. Oui, tu vois. oui. Mais d'ailleurs, dans le film, il y a une espèce d'incohérence comme ça. Alors, c'est dû à la base à un conflit entre le réal et le chef cascadeur. Enfin, chorégraphe cascade plutôt. C'est que, vous voyez, la scène la première fois où on le voit utiliser le gun kata, où il entre dans la pièce dans le noir, etc. Par rapport au reste du film, quand il fait application du gun kata, dans cette première scène, il y a quelque chose de très inhumain dans la manière dont il bouge ses bras. C'est bizarre. Hein. Et en fait, c'est justement un désaccord qu'il y avait dans la manière de concevoir qu'est-ce que ça doit être. Est-ce que ça doit être un truc de forme géométrique à utiliser, de posture à utiliser, ou justement une espèce de truc comme on voit plus tard, vraiment à la Matrix, complètement tournicotant sur lui-même. Oui, parce que la première scène de Matrix, c'est aussi Trinity qui est dans un local, les agents rentrent, c'est tout noir, et elle se bat aussi de façon stylisée. Sauf que Trinity, c'est plutôt la résistante, là où lui, c'est la personne qui va justement tuer les résistants. Bah en fait, plus on va creuser, plus on va les voir, hein, ces images qui invoquent Matrix, hein, parce que. Mais là, pour le coup aussi, Matrix a vraiment été une espèce d'explosion lorsque ça arrivait en 99, et je pense que des petits frères encore, ou des gens qui se revendiquent légèrement de son influence, il y en a encore plein là maintenant, quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, tu regardes le début des années 2000, il y a eu, même un peu avant Matrix, hein, il y avait Dark City dont on parlait en off tantôt. Mais début des années 2000, t'as quand même un sacré flot de films de dark SF ou de blockbusters un peu qui incluaient justement toutes ces influences arts martiaux, comics. Voilà, le côté arts martiaux et très noir souvent. Ouais. Et ben d'ailleurs, alors t'as dit 2002, je pense que c'est 2003 Equilibrium. Moi j'ai vu 2002-2003, mais en tout cas c'est très proche du coup de 2003, en tout cas avec les sorties de Matrix Reloaded et moi j'avais vu 2002 et Revolution, enfin le 2 et le 3 quoi. Et tu te dis peut-être que déjà le public est dans une phase de se lasser de produits comme ça, très dark. Et je trouve une des choses qui reprend le plus à Matrix, au-delà de tout l'aspect combat, l'aspect esthétique des couleurs, c'est en fait ce côté de ok, on va te mettre un film où, blockbuster, a priori grand public, peut-être un peu plus adulte que d'autres, mais en le saupoudrant d'une couche pardon, d'intelligence, où t'as l'impression que le spectateur est presque récompensé parce qu'il va voir un blockbuster plus intelligent que d'autres. Alors, je trouve pas qu'Equilibrium soit particulièrement intelligent, je le trouve plutôt grossier par plein d'aspects. Non, mais tu sens que c'est sur, tu vois ce que je veux dire, le côté philosophie qui vient rajouter par-dessus, comme Matrix l'a fait en fait, de faire un truc en plus que le côté divertissement, on va dire. Oui, mais après ce qui est intéressant, c'est que ces films sont aussi le résultat de leur époque, et toute dystopie finalement est le résultat de son époque. Ce qui est toujours intéressant, c'est de lire un livre ou de voir un film et de voir dans quel contexte il a été rédigé ou réalisé pour voir les peurs que l'on pouvait avoir. Equilibrium, la grande peur d'Equilibrium, c'est la transformation, cette peur de l'anarchie. Et par peur de l'anarchie, on crée de l'ordre, on crée de la stabilité et on crée un état totalitaire. Je vous disais avant d'enregistrer, c'est une théorie qui est vieille comme le monde. C'est la théorie de l'anacyclose qui était déjà développée par les Grecs, de dire qu'en fait il y a une cyclicité des régimes politiques, que tout régime politique va donner le pouvoir à un individu. On peut commencer par exemple de la monarchie, on va donner le pouvoir à un individu qui va en fait utiliser le pouvoir au nom de l'intérêt général, sauf que le pouvoir corrompt. Ça, on le retrouve dans plein d'histoires. Hein. Le pouvoir corrompt, donc le monarque va devenir un tyran. Le tyran va engendrer du désintérêt, de la peur, de la crainte et des soulèvements. Et donc, vous avez alors un nouveau groupe d'individus qui vont chercher à récupérer ce pouvoir. Les aristocrates qui vont, soi-disant selon les Grecs, exercer le pouvoir au nom de l'intérêt général. Sauf que le pouvoir corrompt, ça va sombrer en une oligarchie. L'oligarchie va créer des mécontents, va créer du soulèvement populaire. On va sombrer dans une démocratie. La démocratie elle-même, c'est le pouvoir de tous au nom de l'intérêt général, mais le pouvoir corrompt, comme à chaque fois, et donc chacun va vouloir plus de pouvoir pour lui, plus de liberté. Après, il y a l'oclocratie. L'oclocratie, selon les Grecs, qui est donc le pouvoir donné à la foule au sens d'une masse sans identité, dangereuse, démagogue, violente, et donc finalement on pourrait assimiler ça un petit peu à l'anarchie, et de l'oclocratie, face à tout ce chaos, face à cette
peur de la violence populaire, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une personne qui va se dire « j'incarne l'autorité, c'est moi qui vais reprendre les rênes », et on ressemble dans la monarchie. C'est la nacyclose des Grecs. C'est ça. Et c'est intéressant parce que ce qui... là, on va spoiler à nouveau, mais mais un élément qu'on a... Je suis pas sûr qu'on ait évoqué, c'est que l'incarnation du père. Alors déjà, il y a un élément important, c'est que le père est mort depuis longtemps dans le film, et que on se rend compte qu'en fait, c'est une toute petite caste de privilégiés qui est incarnée par une personne. Je sais pas si on peut considérer qu'il est tout seul. Il parle d'un conseil, il a été nommé par le conseil, mais on les voit jamais, on sait pas qui c'est. C'est ça, donc là c'est un conseil incarné par une personne qui en fait choisit ce qui est mieux pour tout le monde en se faisant passer pour le soi-disant père. Et en fait, le moment où lui va se faire tuer, c'est là en fait qu'il y a cette révélation où il dit « Ah mais non, en fait, moi je ressens ». Donc en fait, tu te rends compte que la personne qui prêche certains modes de vie à la population, il n'applique même pas à lui-même, mais qui s'en sert à des femmes. Pourquoi est-ce qu'il veut vivre dans cette société déjà ? Ça, c'est une question que je me pose. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est sur l'évolution aussi de la perception qu'on a du totalitarisme. Pendant tout un temps, le régime totalitaire était incarné historiquement par des figures comme Staline, par Hitler. Donc c'était une personne qui cristallisait et qui incarnait le pouvoir. Avec Equilibrium, avec Matrix, on rentre dans une autre vision. En fait, on est dans une société totalitaire, mais finalement, le père est mort ou en fait, il n'existe plus. Donc c'est une image... On doit en créer un presque par-dessus. C'est ça. C'est nous-mêmes qui créons notre propre image d'autorité. Et aujourd'hui, on le voit bien avec Internet, les réseaux sociaux. Le régime totalitaire a complètement évolué. On est tous notre propre tyran aujourd'hui, avec la surveillance, les caméras, les algorithmes. Mais en fait, on s'observe tous les uns les autres. Et en fait, il n'y a pas un Big Brother. Selon la formule de, je ne sais plus quel philosophe, il y a plein de Little Brothers. Little Brothers, oui. Mais d'ailleurs, tu sens quand même que le film est très ancré sur le début 2000 parce qu'il règle le problème en cassant les ordinateurs sur lesquels cet apparaît et d'un seul coup, il disparaît. Oui, c'est vrai qu'il tire sur un écran et du coup, il n'y a plus de transmission. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il a bien compris comment fonctionnait Mais oui, alors peut-être pour terminer là-dessus, c'est vrai que le truc qu'on n'a pas évoqué, même si ça nous semble évident, c'est que la principale référence historique du film, c'est quand même le nazisme. C'est évident partout, tout le temps, jusque dans le logo du tétragrammaton, parce qu'on n'a pas dit le nom. Le nom de cette société, c'est le tétragrammaton. Et le logo du tétragrammaton, c'est un T. Et leur drapeau, c'est 4T. Qui donne une espèce de croix sur fond rouge. Tu vois, sur fond, pas toujours, mais oui. Et donc, là vraiment, on est. Le noir, le blanc, le rouge. Mais en fait, moi, c'est limpide, quoi, qu'il s'agit d'un Hitler, quoi. En fait, moi, c'est un peu le truc que je reprocherais vraiment beaucoup au film, c'est un film qui est au-delà d'être dans la référence, c'est qu'il est plus dans la citation, en fait, de toutes les références qu'il a, qu'elles soient historiques, littéraires, filmiques, politiques ou autres. Et que si on doit le comparer encore à Matrix, c'est que Matrix, je trouve qu'alors tu peux sentir les références, mais en fait, à un moment, tu les vois pas parce qu'elles sont camouflées derrière plein de choses et qui les traitent vraiment à fond. Là où ici, il y en a plein. Mais maintenant, ça permet d'évoquer des concepts, hein, vu qu'il en traite plein. Mais c'est là que il y a pas mal de concepts. C'est vrai que moi, j'étais content en le redécouvrant parce que je l'avais pas vu depuis 10 ans le film, et je me dis si tu veux expliquer en fait ce que c'est une dystopie à quelqu'un, si tu veux parler de toutes les œuvres qu'on a déjà citées là pour le moment, tu dis il y a de quoi faire, quoi, en fait, vraiment. Donc oui, c'est un film intéressant, en tous les cas. Tu pars d'Equilibrium et après tu ouvres la porte au monde des dystopies. Et en plus, il y a Christian Bale dedans. Est-ce que c'est pas le plus grand film de science-fiction de l'histoire quelque part? Non, mais... c'est vrai qu'en fait, j'ai lu plein de choses au fur et à mesure. Enfin, ça fait 20 ans qu'il existe ce film. Et j'ai souvent lu tout et son contraire sur ce film. Mais il y a une critique des fois qu'on fait sur ce film que je ne comprends pas. C'est une critique du jeu de Christian Bale. Et ça, j'arrive pas à le concevoir. Je trouve qu'il est très bon. En fait, il est bon pour ce genre de rôle en fait. Et il est bon pour ce genre de rôle. C'est après qu'il a fait American Psycho, parce que ça a été un bon entraînement. Je crois que c'est un an avant. C'est un an, c'est 2001. Même période alors. Mais très bon entraînement l'un pour l'autre. Ne rien ressentir. Mais en fait non, ce qui est intéressant, c'est quand il doit être dans le micro-jeu, en fait. Quand il doit montrer... voilà. Quand il découvre ses sentiments. Voilà, c'est ça, qu'il découvre ses sentiments, et en même temps qu'il doit opérer sous couverture, se faire passer pour quelqu'un qui n'a pas de sentiments, et en même temps faire comprendre, parce qu'en fait l'idée c'est qu'en tant que spectateur, on est vissé à son point de vue. Et il est quand même obligé de jouer d'une certaine façon pour que le spectateur comprenne ce qu'il ressent au moment où il le ressent. Mais le problème, c'est que la société dans laquelle il est fait qu'il ne peut pas être trop expressif. Et donc, je trouve qu'il a trouvé cette technique pour, avec des tout petits, des traits subtils, des éléments subtils dans son jeu, de faire comprendre ce qu'il ressent au moment où il le ressent. Je trouve que, on peut faire un paquet de critiques à Equilibrium, mais là-dessus, je trouve qu'il est vraiment bon, quoi. Mais je trouve qu'il y a cette scène, et je pense que tu penseras pareil, la scène avec les chiens, parce que aussi, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais les autorités, ils vont jusqu'à
exterminer les animaux type chien Oui, mais et il chat. sauve un parce que- chien. On est dans le Oui, film, oui, justement, chien, dans le film oui, c'est ça, américain. mais là. parce que évidemment, c'était le plus mignon. Bah oui, parce que du coup les animaux sont justement source de stimulation émotionnelle, je vais dire, et que du coup en fait à un moment on ouvre une cage où ils sont en train de tirer sur des chiens et on voit que Christian Bale en fait tressaute à chaque coup de feu qu'on met, et que justement il y a ce côté dans comme tu disais dans Vincent des micro expressions, Ouais. je sais plus le mot que tu as utilisé, mais en fait il sait qu'il ne doit pas détourner les yeux ou baisser les yeux parce que sinon il se fait avoir, mais il fait des tout petits mouvements de tête à chaque fois, et il y a un chien qui réussit à s'échapper, le chien va que vers lui vu que c'est le seul qui ressent de l'émotion. Après, bon, il y a des moments un peu plus cabotinage parce que tu vois qu'il doit essayer de se cacher et que ça se voit de plus en plus qu'il y a un problème. C'est même pas un chien, c'est un chiot. C'est un chiot. Le Mais cinéma oui. américain ne peut pas Mais permettre. non. Peut pas permettre ça. Par contre, c'est presque étonnant comme finalement Mais- le temps qu'ils prennent avant de le cramer, alors que ça devient de plus en plus évident, alors qu'avant des personnages qui ont mais un peu d'émotion, ils sont éliminés direct quoi. Mais il y a une règle, hein, normalement, dans le cinéma grand public, surtout américain, c'est on ne tue pas les chiens. On ne tue pas les chiens, mais C'est là, vrai. là, Mais l'astuce, c'est hors champ. ça c'est va. hors champ, C'est hors exactement. Exactement. Donc là, ça fonctionne. Ok, bah écoutez, super. Merci beaucoup Vincent et Vlad pour cette immersion de la société dystopique du film Equilibrium. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie de le voir, de le revoir peut-être et d'en débattre entre vous. Et n'oubliez pas, pour citer quand même une des phrases du film, Without love, without anger, without sorrow, breath is just a click ticking. Ou pour ceux qui veulent regarder le film en français, sans amour, sans colère, sans chagrin, la respiration n'est que le tic-tac d'une horloge. Stylé. Stylé.